Par exemple, dans certains cas, quand on a du mal à savoir est-ce que ce sont deux espèces, est-ce que c'est la même espèce, est-ce que ce sont deux variétés, est-ce que ce sont des hybrides ou pas, on peut se servir de la biologie moléculaire pour répondre à certaines questions. Mais c'est toujours un outil qui arrive après, c'est-à-dire qu'on pose des questions, on voit s'il y a des problèmes, et s'il y a des problèmes et qu'on pense que la biologie moléculaire elle peut nous aider à répondre, alors on l'utilise. C'est pas, voilà, on corrige, on répond à la question, etc. Et donc la deuxième question, c'était sur les modifications de la chorologie, c'est ça? Non. Selon les zones de l'Algérie, il est vraiment différent. Selon les zones, c'est-à-dire les zones, les régions algériennes. Oui, c'est-à-dire que les plantes, tout comme les animaux, se déplacent, elles ne se déplacent pas directement, mais elles se déplacent à travers leurs graines, donc de génération en génération. Donc les chorologies, les distributions, naturellement, elles évoluent. Ensuite, elles évoluent aussi parce que l'homme introduit de nouvelles espèces, ou on déplace d'autres. L'homme contribue au déplacement de certaines espèces, soit parce qu'elles sont cultivées, comme l'araignée par exemple, ou soit parce qu'elles sont adventices, elles se déplacent avec nos propres activités, avec l'urbanisme, avec l'agriculture. Donc il y a beaucoup d'espèces qui apparaissent, d'autres qui régressent, d'autres qui progressent. Et puis il y a aussi, inévitablement, il va y avoir tôt ou tard une adaptation au changement climatique. Donc il y a des espèces qui vont régresser, mais il y en a d'autres qui vont progresser, au moins qui vont se déplacer. Ça, on commence à avoir quelques exemples documentés de modifications chorologiques. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal ici à être sûr que c'est une modification chorologique, puisque la chorologie est mal connue. Si vous trouvez une espèce, disons, dans un jubel, vous dites « Ah, c'est la première fois qu'on la voit, elle est nouvelle. » Mais est-ce qu'elle est nouvelle parce qu'elle vient d'arriver? Et c'est le cas, ou est-ce qu'elle est nouvelle parce qu'avant, on ne l'avait jamais vue, on n'était jamais vraiment allé la chercher. Donc ça, c'est très difficile, notamment sur les pays de l'Afrique du Sud, un petit peu aussi en Amérique du Nord, mais par exemple en Angleterre, en Allemagne, ils ont vraiment des grosses connaissances très anciennes. On peut documenter la progression actuelle. En France, déjà, c'est un peu mitigé, et sur la rive sud, parce que c'est difficile. On n'était pas là il y a 100 ans, il y a 50 ans, voire même des fois, il y a des temps, on n'était pas. Donc, on ne peut pas confirmer ce qu'elle fait, c'est vraiment nouvelle, ou juste c'est la première fois qu'on la voit, parce que c'est la première fois qu'on vient vraiment avec des yeux grands ouverts. Voilà, donc on a ce problème-là, pour répondre à la question. Bon, déjà, je te remercie pour la question. La question, c'est une question composée. Alors, pour pouvoir répondre, il faut que je retourne au contexte global de l'intervention qui portait sur un sujet assez précis, mais qui s'intègre dans la problématique globale de la conservation de la biodiversité d'une manière générale. Alors, l'idée c'était de présenter l'état des connaissances, donc en œuvre, c'est-à-dire tout ce qui a été fait sur les zones importantes pour les plantes à l'échelle nationale, à l'échelle de l'Algérie. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a eu beaucoup de publications, il y a eu beaucoup d'efforts, on a pu être classé à l'échelle internationale comme l'une des zones les plus connues, les plus avancées dans le processus d'identification des îles, bien sûr à l'échelle nationale. Pour les perspectives, ben oui, il y a toujours du travail à faire, il y a toujours de nouvelles perspectives de recherche, parce que en fait c'est toujours un domaine qui génère en fait de nouvelles idées. Je peux citer peut-être la révision qui a été faite sur les critères d'identification des zones importantes pour les plantes, notamment l'usage des plantes qui ont un intérêt des usages du domaine social, économique, culturel. Il y a aussi un projet sur lequel on voulait travailler aussi à un moment, c'était un peu d'actualité, qui a été sujet d'une intervention dans un séminaire de l'UCN sur les IPAM, les zones importantes pour les plantes aromatiques et médicinales. Donc ça fait aussi une perspective de recherche à creuser, à développer. Donc il y a toujours des perspectives. Moi je parlais sur les perspectives de recherche d'un point de vue académique. Donc, notamment pour les jeunes chercheurs qui ont besoin d'innovation, de nouveaux domaines de recherche
de nouveaux créneaux de recherche qui ne sont pas très connus ou bien très exploités auparavant. Donc ça fera un peu une originalité dans le domaine de leur domaine de recherche, dans le cadre de leur thèse ou de leur carrière d'une manière générale. Et bien sûr, si toujours quand on explore des domaines nouveaux, on a plus de facilité pour la publication, etc. Donc ça, c'est concernant les perspectives. Alors, pour le troisième point, c'était par rapport à la peur, c'est ça? La disparition, voilà. Oui, alors, oui, je suis d'accord partiellement sur ce que vous avez évoqué concernant le phénomène global d'apparition et de disparition des espèces. On sait que ça a toujours existé, l'apparition, le phénomène de spéciation, bien sûr à travers les différents mécanismes de spéciation, et puis le phénomène de disparition qui a toujours existé. Malheureusement, actuellement, ce qui inquiète, ce n'est pas le phénomène de disparition lui-même, qui est un phénomène naturel, mais c'est surtout le rythme de disparition. Le rythme de disparition qui est assez accéléré à cause de l'activité anthropique, à cause des changements climatiques. Donc on a des espèces qui se disparaissent d'une manière très rapide. Et les espèces, en réalité, ces espèces-là n'ont pas le temps de s'adapter, n'ont pas le temps de répondre aux exigences, aux nouvelles exigences climatiques imposées par le changement climatique. Parce qu'en général, lorsqu'on donne le temps aux espèces dans un cadre de changement climatique qui dure sur des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, donc les espèces ont le temps de réagir, de s'adapter, de migrer, etc. Donc il y a plusieurs façons de résister à des changements quelconques dans l'environnement. Mais la problématique en réalité, c'est la vitesse brutale de changement climatique, d'activité anthropique, qui ne laisse pas en réalité le temps aux espèces de s'adapter aux nouveaux changements, et par conséquent on a un rythme d'extinction très élevé qui constitue bien sûr une menace. Hein. Donc on sait déjà que toute disparition d'une espèce, c'est une disparition d'un patrimoine génétique. Donc toute disparition, c'est une perte elle-même. Mais on sait en même temps que c'est un phénomène naturel qui se passait toujours dans le passé, mais à des rythmes relativement faibles par rapport à ce qui se passe actuellement, sauf peut-être si on peut considérer les catastrophes, les grandes catastrophes, les glaciations, etc., si on retourne des millions d'années. Voilà. Juste un complément rapide. Effectivement, si une espèce disparaît, en soi, en général, c'est pas catastrophique, plus ou moins l'écosystème se rééquilibre. Mais s'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent d'un coup, c'est l'écosystème qui va disparaître. Et derrière l'écosystème, il y a les services écosystémiques. Les forêts nous donnent de l'oxygène, les sols nous filtrent l'eau, nous donnent de l'eau potable. Donc si plusieurs espèces disparaissent rapidement, l'écosystème est en danger. Si l'écosystème est en danger, les services qu'il nous fournit aussi, et donc nous-mêmes sommes en danger. C'est pour ça que c'est inquiétant, parce que sinon, en soi, c'est naturel. C'est même un danger d'existence pour l'être humain. شكرا استاذ على السؤال اللي طرحته هذا، وهذا يدل على انك عطيت البنيه التحتيه. على بالك بلي احنا شفت ما عندناش اوتوروت، ما عندناش اوتوروت بالفوا، ولكن الحمد لله تم الموافقه من طرف وزاره الاشغال العموميه على ازدواجيه الطريق ما بين تيبازا وعلى بالك احنا من طلع من تلمسان تدخل توجد تلقى لوطوروت، تدخل لوهره تلقى لوطوروت، تدخل للصغاري لوطوروت، نقص وشنب ونروح لتيبازا نلقاو لوطوروت. سي كيفي حنا لوطوروت هذيك كنت رياليزا اكد باللي حنا شنو نبلعوها في السباق ونحلوها في الليل. باللي البوتونسياليتي تاع الشنو اللي كاين نجم نقول لك بوتونسيال كبير بزاف. قطاع السياحه هو قطاع افقي، ما كاش سياحه بلا نقل بلا ترونسبور بلا طرقات بلا بنيه تحتيه، ما كاش سياحه بلا دي جاردان بلا البيئه، ما كاش سياحه بلا تجاره بلا دي كوفي شوب بلا دي ريستورون. وهذه الامور سي بور سا لا ديسيني فوا اللي فوتت عليها ولاية شلف
نقولها لك لان تطوير قطاع السياحه يعتمد على اعتماد علمي وهو تحت سوسيو ايكونوميك انثروبولوجي. شفنا باللي لو سيزم تاع شلف 80 شفنا لا ديسيلينوار اللي شافت الوي في العشريه السوداء. على بالك باش تنهض باش تبني مدينه قالت لك علماء الامراض يقول لك يتفو اوما 50 سنه باش تبني مدينه، ولكن تاكد باللي شلف عدد من بعيد اصبحت هي الاولى وطنيه في هذه المسارات السياحيه. انتقلنا من 16 مؤسسه فندقيه غادي نتحولوا الى 21 مؤسسه فندقيه. عندنا 10 مناطق توسع سياحي اللي غادي يكونوا فيها 46 مشروع. تاكد باللي شلف غادي تعرف تحول كبير وديجا بدات هذه الحركيه. منطقه بني حوا فيها اكبر مشروع سياحي على المستوى الوطني في منطقه وادي غزه. عندنا ما كانش عندنا الاكوا بارك، غادي ندشنوا الاكوا بارك افور لو 1 جوان على مستوى منطقه بني حوا. تنس رؤيه جديده. نقولكم اللي غادي تكون مدرسه عليا للسياحه في ولايه شلف، وتاكد باللي الامور هذا تاع البنيه التحتيه ايتو على بالك استاذ انت اعلم باللي تتطلب اموال كبيره. احنا كان عندنا انتخاب يدير تنس شلف، هذا الانتخاب راح ولكن كاين مشروع من اجل اعاده هذا النقل لشينا فراي تاع تنس، توسعه بناء تنس وايضا توسعه بناء بني حوا. كل هذه الامور تاكد ديسي 2 أو 3 ans عندنا ان بروجي في بني حوا الهايفن يعني من اهم المشاريع السياحيه على مستوى شمال افريقيا، وبالتالي نقولوا باللي شلف. On pourrait refaire une flore rapidement. Si on reprend la flore de Crisel, on veut juste la refaire, mettre à jour, ça c'est possible assez rapidement. Mais avec les mêmes défauts. Il manquerait plein d'espèces, plein de synonymes qui ne sont pas des synonymes, des répartitions approximatives, etc. Donc si c'est juste pour dépoussiérer, j'ai envie de dire, la flore de Crisel et Santa, ça c'est faisable. Bon, apparemment personne ne l'a encore fait, on est nombreux à y avoir pensé, on est nombreux peut-être à avoir commencé, puis après mais ça prend du temps, je ne vais pas terminer, bon, on l'a jamais fait. Il y avait même une tentative sur internet, sur le site du Fort Maghreb, qui avait un petit peu fait ça, une sorte de dépoussiérage. Déjà ça serait utile, bon même si c'est pas parfait, ça serait utile. Donc ça existe un petit peu sur internet en fait. Ensuite, la deuxième question c'est bon, est-ce qu'on a une checklist vraiment complète et mise à jour? Il y a deux difficultés pour la checklist. C'est-à-dire que régulièrement il y a des nouvelles espèces xénophiles qui arrivent. Mais vraiment beaucoup, alors jusqu'aux années 2010 même on s'y intéressait pas du tout. Donc on avait du retard sur les années 60. Maintenant il commence à y avoir beaucoup de gens qui publient des observations d'espèces nouvelles naturalisées ou envahissantes. Donc ça commence à aller mieux. On a des gens on a eu une synthèse de M. Médol récemment au niveau national. Il y a des gens qui continuent à faire des mises à jour, donc on progresse. Au niveau de la checklist, c'est une difficulté qui est en train d'être réglée. La deuxième, c'est retrouver tous les anciens taxons décrits par Pommel et les anciens. Tant qu'on ne les a pas retrouvés sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère, ah ben non, ce sont des synonymes jusqu'à ce qu'on prouve qu'on les ait retrouvés, mais du coup on revient à la flore de Crisel et Santa, ou bien au contraire, moi je serais plutôt pour cette solution, on considère, tant qu'on ne les a pas retrouvés, qu'on n'a pas prouvé que ce n'est pas des bonnes espèces, on les ressort en espèces, comme c'était au départ. Mais dans ce cas-là, la difficulté, c'est si vous voulez construire une clé d'identification avec des espèces qu'on a juste ressorties du papier qu'on ne connaît même pas. Et deuxième difficulté conséquente du premier point, c'est que toutes les espèces exotiques nouvelles envahissantes, peut-être qu'en soi elles sont pas trop difficiles à reconnaître une fois qu'elles ont été identifiées, publiées et illustrées. Par exemple, là, récemment on a trouvé le Forbia et Pericifolia en d'autres coins d'Algérie, on est en train de publier, on a la photo, c'est bon, on va la reconnaître. Mais si vous voulez intégrer toutes ces nouvelles espèces dans une clé, il faut voir toute la clé des euphorbes d'Algérie, juste pour une espèce peut-être. Vous voyez? Donc en fait, c'est une somme de plein de difficultés, sachant que le territoire est 2 millions de km², rien que le nord est 500 000 km² avec à peu près 4000 espèces. Et puis voilà, comme l'a dit Jamel, il y a quelques universités, quelques personnes qui veulent aller sur le terrain, et on n'a pas de route, ou alors on n'a pas de véhicule, ou alors on n'a pas les moyens financiers. Donc bon, ça va prendre du temps, mais on avance. Surtout ce qu'il
faut arriver, c'est avancer des pions méthodiques, de sorte que chaque pion, même s'il ne va pas au bout, au moins il va rester là où il est, on évite de revenir en arrière. Donc tout ce qu'on trouve, il faut le publier, tout ce qu'on observe, il faut le mettre dans des bases de données partagées, pour être sûr que même si on ne va pas au bout de l'idée, mais ça ne fait rien. Au moins ça servira à quelqu'un d'autre, il va reprendre la brique au même endroit, il va pouvoir avancer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il faut pas Moi je pense, peut-être je suis trop vieux maintenant et défaitiste, il ne faut pas chercher à dire ah on va faire un grand projet Fleur d'Algérie et on va dire on va mettre 20 personnes pendant 20 ans. Je ne sais pas si ça on y arriverait. Les Espagnols l'ont fait avec Flora Ibérica, ils ont mis comme ça 20 personnes plus tous les autres pendant 20 ans et 20 universités, ils ont réussi. Mais c'est un très très bon projet. Moi je pense qu'il y a une autre solution, c'est chacun avance sur un pan du projet. Peut-être de faire une checklist, c'est faisable. De faire une liste d'exélopites, de remettre un jour quelques clés par-ci par-là, et après on verra si on peut rassembler tous les morceaux. Bon, je vais essayer d'être très bref et de compléter un peu la réponse d'Erol concernant la grosse problématique de la fleur d'Algérie. Je pense qu'il a beaucoup parlé de l'aspect technique. Il y a l'aspect technique, mais il y a d'autres aspects qui interviennent, à mon avis. Et sur un certain point, je ne suis pas très d'accord avec toi, concernant le fait qu'on doit avoir un projet de fleur d'Algérie. À mon avis, je pense que cela devrait se réaliser à travers cette méthode-là, c'est-à-dire d'avoir un projet national de la fleur d'Algérie. Ce qui me dérange, moi, particulièrement, c'est ce point politique un peu, où on considère souvent des choses beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins importantes, quand des questions de souveraineté nationale, alors qu'on ne considère pas la fleur d'Algérie comme une question de souveraineté nationale. Tu vois, donc, on met beaucoup d'argent sur des choses qui ne sont pas vraiment importantes et souvent importantes, alors que des questions comme la fleur d'Algérie, qui est un élément très important et qui peut constituer en effet un projet de souveraineté nationale dont les décideurs et les politiciens ne sont pas intéressés carrément. Peut-être qu'ils n'ont pas l'information, peut-être qu'il n'y a pas assez de c'est-à-dire sensibilisation par rapport à ça, mais je pense qu'on doit travailler sur ce point-là, c'est de chercher du financement. Je pense que c'est un projet qui demande, parce qu'on a beaucoup, bien sûr, on a des données qui existent, mais on a beaucoup de chantiers pour la mise en place au niveau du système éducatif, de la botanique. On peut commencer du système éducatif, et on monte, le système éducatif, l'éducation des enfants sur la botanique, la formation des botanistes, des spécialistes, l'amélioration ou bien la promotion des recherches de la botanique évolutive, la génétique, etc. Tous ces domaines-là au niveau de l'université. Et on peut aussi intervenir concernant d'autres points relatifs qui peuvent avoir beaucoup de conséquences pour la mise en place un jour ou bien la réalisation de ce projet-là. Donc nous avons des chantiers à faire, nous pouvons par exemple travailler sur la mise en place d'herbiers, de jardins botaniques. On manque beaucoup, j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'herbier. On n'a que 2 herbiers peut-être qui sont vraiment consultables, qu'on peut appeler des herbiers. Vous voyez, il y a bien sûr les herbiers de la fleur d'Algérie qui existent en Europe, partout à travers l'Europe, qui sont digitalisés, qui sont consultables, mais je pense qu'il y a nécessité actuellement de faire ce travail à l'échelle nationale. Si on met les moyens nécessaires, je pense qu'on peut y arriver à travers la sélection d'un groupe de spécialistes hyper spécialisés qui seraient compétents, qui auraient de la motivation, etc., de réaliser ce projet et mettre les moyens nécessaires, notamment les moyens logistiques, le financement, les sorties, les déplacements, etc. Donc
Je pense que c'est un vrai projet. On aura besoin éventuellement de donner bien des travaux qui se font un peu partout, à l'échelle locale et régionale, chacun dans son coin. Il fait des recherches, des publications, même les données issues des réseaux comme les naturalistes ou bien des amateurs. On doit travailler aussi sur l'aspect associatif. On montre beaucoup d'associations qui sont intéressées par, je parle de la botanique, surtout par les plantes, de manière générale, de la botanique. Donc, on ne manque pas de passionnés, on ne manque pas de passionnés, on manque de cadres officiels. Donc, tous ces éléments-là, je pense qu'ils vont pouvoir contribuer à la mise en place un jour d'un tel projet, et on aura une flore récente, actualisée et qui serait disponible pour les chercheurs dans tous les domaines qui sont liés aux plantes, la biologie, la pharmacie, la chimie, etc. Voilà. Midi de la Mauritanie et des monuments funéraires pré-islamiques. Il est situé sur les collines donc, de la commune de Sidi Rachid dans la wilaya de Tipaza. Il fait 32 mètres donc, de hauteur. Il domine toute la plaine de la Métidja. Donc très peu de travaux ont été réalisés sur les monuments historiques. Donc il existe 2 travaux seulement. Donc le travail de Jourdan en 1867, donc sur les ruines de Tlemcen, puis le travail de Jourdan, Mer et Sévénère. Des plantes militaires, donc les différents sites de la Kabylie, donc en Algérie. Donc pour cela, donc, nous avons étudié, donc on a pris 8 échantillons d'émulation réfugiés qui proviennent des différentes régions de la Kabylie, donc à savoir 2 échantillons P01 et P02 donc de Bira, PG1, PG2 de Bijaya et 4 échantillons, des échantillons du miel après centrifugation. Donc là, on obtient un culot et on observe au microscope donc au contrôle positif, qui a été bien sûr accompagné. Les autres, enfin l'expérimentation. Selon les taux d'ALAT et d'ASAT, les résultats ont montré, bien sûr tout ça, d'après, on a mesuré des tests biochimiques, on a mesuré le taux d'ALAT et d'ASAT. On a remarqué que les résultats ont montré que l'extrait pouvait... ومربي في المناطق الصحراوية خاصة مربي الإبل عندهم معارف كبيرة ويعتبرون كنز في المعارف التقليدية فيما يخص النباتات الطبية والعطرية، لا سيما هنا كما نقولوا مربط الفرس. هذه النباتات الطبية عندها ازدواجية في الاستعمال. Aussi, Usnochroma carpanium. Usnochroma, c'est un nouveau genre pour l'Algérie. Cette espèce est signalée au Maroc par Ager en 2013. Novarispora glomerata, elle est nouvelle pour l'Algérie, elle est signalée au Maroc par Ager en 2013. Varispora toujours glomerata, on voit la forme des spores, qu'elle est typique, elle est un peu gonflée au niveau du septum, c'est une forme rhomboïde. Maintenant, la famille des Acarosporacées, on a 4 espèces d'Acarospora. La première espèce, c'est Acarospora hygienica. Cette espèce est endémique. Mesdames les comités scientifiques, le présent, c'est Madame Chenini Bendieb, Hajar, de l'Université de Mostaganem, membre du laboratoire pharmacognosie et appui phytothérapie. Donc j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui une partie de mon travail intitulée l'étude histologique de l'effet neurothérapeutique d'Anacyclus pyrétrium sur les dommages induits par le chlorure d'aluminium chez les souris modèle Alzheimer. Donc c'est une maladie qui nous concerne tous en fait, parce qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage ou bien quelqu'un dans notre famille qui est atteint de cette maladie. Elle représente vraiment le fléau de la santé publique actuelle. Cette pathologie, elle représente le tiers des démences. Et d'après l'OMS,
Ça fait en 2018, ils ont recensé près de 50 millions de personnes atteintes de cette maladie, mais ils prévoient d'ici 2050 près de 152 millions qui seront atteints de cette maladie. Vraiment, ce sont des chiffres très alarmants qui peuvent vraiment sonner, déclencher une alerte. Algérien, la préservation et la protection de ces espèces endémiques ont signé à l'urgence de l'actualisation de la flore de Kézélé-Santa par des recherches bibliographiques et des prospections sur terrain. Donc dans cette optique, nous comptons étendre nos recherches sur l'endémisme des lotés en Algérie d'une manière particulière et le bassin méditerranéen d'une manière générale. Merci pour votre attention. Il y a un site, vous pouvez rentrer et vous pouvez voir votre impact écologique. Si vous êtes positif ou négatif. Si vous avez de véhicule, combien vous avez de mètres carrés. Donc c'est un questionnaire que vous remplissez et puis vous allez avoir des résultats. Comment vous déplacez, comment le nombre de, etc. Alors là, c'est un site et vous pouvez avoir votre impact écologique. Là, vous pouvez te dire que je suis bon, je suis un bon citoyen, je suis un moyen. On a un site. Le maximum de produits chimiques, les produits sanitaires, les engrais, les OGM, tout ça pollue. Ça produit plus, mais ça pollue. Et ce n'est pas durable. Donc on est en train de virer vers les agro-écosystèmes. C'est-à-dire une agriculture un peu écologique, biologique. Donc pour nous, pour un agronome, la chimie verte, c'est ça. Oui, la chimie, justement. Oui, vous avez entièrement raison. Parce qu'actuellement, avec la dame Claude Grison, elle fait des catalyseurs naturels, avec le métal, mais avec des éléments. Et ils ont pu produire des produits phytosanitaires très intéressants. Là, le travail du chimiste. De mon laboratoire. Qu'utilise l'organe dans cette plante? S'agit-il de la feuille, de la fleur? Au stade végétatif, au stade floral? Non, au stade végétatif. Stade végétatif. C'est ça. Parce que la cultivation, je peux vous expliquer en tous les cas. Donc, on a... In front of a lot of challenges now, based on the challenges that are in front of us. Last question that not scientific but by curiosity. What is the difference between, because I see your name is Alban. Difference between Alban and Albany? Look at the name Alban is from my nationality, Albania. And what mean? Alban mean the people that live up in the mountain area. Okay. They say we are the people that live in the freedom up in the mountain area. And this is the name of our country. The country of the eagle, the people that are free, in the freedom for all time. Et lister la distribution la plus uniforme possible de tout en respectant les contraintes dues à l'aide de l'air sous la courbe. Vous allez après voir un résultat. Après, il sera, selon le barème, on aura voilà. Donc, la première figure qui est là, c'est la figure 3. Only. The second group was the positive control, it means the cancer control. The hair cancer was induced by nitrite, so they was submitted to nitrite administration for 6 months. After that we have the preventive treatment group. They were the extract administration to mice. After the experimentation period, it was about 6 months. Mice were sacrificed, organs and blood were collected, so we used the liver of mice for fixation on bending. Suivi par les herbacées annuelles. Donc au niveau des stations, donc, la majorité des stations suivent le même schéma. Donc les herbacées vivaces suivies par les herbacées annuelles, sauf au niveau de la station numéro 7, où nous avons les herbacées annuelles sont le plus important, suivis par les herbacées vivaces. Et les arbrisseaux et les arbrisseaux. Donc on a testé la toxicité et l'activité antispasmodique. Alors nous passons au résultat. Donc nous avons évalué les métabolites secondaires sur plusieurs fractions, sur plusieurs préparations de la plante. Donc sur la poudre, nous avons détecté un taux important de glycémie. Et que les techniques que vous connaissez très utilisées, l'hydropriming, l'allopriming en l'occurrence,
avec le nitrate de potassium que nous avons expérimenté, qui a donné, comme je présenterai dans quelques secondes, pas mal d'importance. L'osmopriming est donc le priming avec les hormones, en l'occurrence l'acide gibberellique, qui est l'un des promoteurs de plusieurs enzymes dans ce processus de germination. Cependant, il s'agit d'une espèce qui appartient à la famille des Myrtacées, avec les caractères botaniques de cette famille. Donc une tige quadrangulaire à poils sécréteurs d'huile essentielle, une fleur bilabiée, des feuilles qui sont isolées et un fruit tétragone. Effectuer un screening phytochimique préliminaire des parties aériennes. Donc le screening a été effectué sur 3 extraits. Un extrait à queue, un extrait métallique et un extrait chloroforme. Ensuite, l'huile essentielle de l'espèce a été extraite par un hydrodistillateur type Nemager. Son rendement a été calculé, il a été conservé donc dans des flacons en paix à In our tradition, Salvia officinalis, and its therapeutic effect in disorders induced by exposure to these xenobiotics. For the study, based on two parts, the in vitro study and the evaluation of the antioxidants. Présentation officielle de la gamma est adaptée par Radford. Une clé pour la biodiversité des plantes ne peut être considérée que lorsque le critère A concerne la liste rouge mondiale et non régionale. Le critère B est combiné avec le critère C, au moins pour les restricted range endémiques. C'est un pilier fondamental donc, de l'écosystème terrestre. Il va nous permettre d'avoir de la nourriture, d'avoir des médicaments, d'avoir beaucoup de choses qui vont nous servir dans notre quotidien. L'Algérie, donc, comme c'est un pays très riche en phytodiversité, il a des problèmes qui menacent cette phytodiversité, ce patrimoine botanique qu'il faudrait prendre en charge. Alors, nous avons là diligemment à trouver des moyens pour faire face à ces défis. Vu que on travaille, c'est-à-dire on a l'habitude de faire les courbes d'étalonnage, etc. Donc, avec une remarque. Oui, bien sûr, c'est bon. Donc, la courbe d'étalonnage, merci, mademoiselle. Pas de. Je pense que les points, elle n'en avait pas beaucoup. On n'avait pas relevé beaucoup de points. C'est pas par rapport. C'est-à-dire, quand on fait une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire la meilleure façon, c'est d'obtenir beaucoup de points. Non, c'est pas par rapport. Justement, oui. Au lieu de s'arrêter à 5, on peut aller jusqu'à 10. Oui, jusqu'à 10, ou jusqu'à 10, oui. S'il n'y a pas la bonne linéarité, il ne va pas accepter la courbe. Oui. Voilà. Oui, il y a la remarque. Voilà. Très bien. Donc il faut juste voir ça. On remercie Madame Vekara et on passe la parole à... Les tanins, les acides gras, les oméga 3, les oméga 6 et ainsi de suite. Mais toutes ces substances sont dues à la valorisation énergétique et non énergétique telles que la pharmacie, la cosmétrie et la production alimentaire. Quelques définitions qu'on a besoin dans notre travail. Les plantes médicinales, ce sont des plantes dont certaines parties, les feuilles, les fleurs, les racines, les graines, les tiges utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques ou bien médicinales. Les composés phénoliques, ce sont des composés lourds qui sont constitués d'un noyau aromatique comportent un ou plusieurs fonctions hydroxyles. Les antioxydants, c'est toutes les substances capables de retarder ou ralentir la décoloration ou bien l'apparition des flaveurs indésirables dues à l'oxydation. Une petite idée sur la plante que j'étudie, et ce n'est pas la plus importante. Pour moi, je préfère que vous captez les mécanismes et les protocoles expérimentaux que je suis en train d'expliquer afin de gérer un peu partout. Elle est utilisée beaucoup plus contre les douleurs et les blessures, les diarrhées et les maux d'estomac, même chez les animaux. Et la valeur a été obtenue en milligrammes de quercétine par rapport au gramme de la plante. L'activité antioxydante, on a utilisé une seule activité, l'activité de pillage de radicaux libres. On prépare d'abord le DPPH avec une concentration, bien une quantité de matière de 60 micromoles, qui est l'équivalence de 2,4 mg dans 100 ml de l'éthanol. Et à cause de la solubilité difficile de DPPH, il est préférable de le préparer au moins 3 heures d'avance et le laisser au réfrigérateur.
et puis on prend 100 microlitres de nos extraits aux différentes concentrations. On a besoin de big data, on a besoin d'intelligence d'algorithmes, on a besoin d'experts, on a besoin d'un tout pour avoir une réalité fidèle. Voilà. Demand for sustainable and environmentally friendly materials has led to increased interest in the utilization of agricultural waste from value-added products. Species per family. The Apiaceae family went first with 9 species used. The Lamiaceae follow with 8 species. Asteraceae and Fabaceae each include 5 species. And despite being one of the most seeded families, Aricaceae, Raniculaceae, and Aariaceae are represented by only 1 species each. So our results are similar to other studies conducted in Ardaya on the same subject, Fes and Bin. Let's now look at the most frequently cited species. The top 3 most cited species were Phoenix dactylifera, where the part used was pollen, ginseng and ginger. Et qui est actuellement, après 12 mois bien sûr, j'ai le droit de le rendre international et nous sommes dans cette procédure. Donc je vous donne juste certains aspects, parce que tout ça fait l'objet d'un secret, bien sûr de brûler. Le feu de bois et des étendues végétales présente 2 impacts nocifs, très nocifs pour l'environnement, le climat, l'environnement et l'humain, et tous les systèmes biologiques, humains, plantes, animaux, etc. Vous avez le premier impact qui touche les changements climatiques. Donc le climat change avec les feux de forêt, les changements ultra finis qui sont très toxiques. Le deuxième volet concerne l'effet sur la santé des plantes, des animaux, de la faune et de la flore, et même l'humain. Vous avez des problèmes respiratoires, des effets à court terme, des allergies, des effets à long terme. Et puis on va passer à un autre effet, un autre impact très dangereux également, qui concerne le retardement de feu. Il y a Pour cela, 4 plantes médicinales récoltées d'Arakat, à peu près 45 km au nord de Tamanrasset, ont été utilisées dans cette étude, à savoir Salvadora persica. Pour Salvadora persica, nous avons utilisé toute la partie aérienne, la partie tige et la partie feuille. La deuxième plante, c'est Witania somnifera. La troisième, c'est Mauricandia arvensis. Et la quatrième, c'est Balanites egyptiaca. Tout d'abord, une description rapide de ces plantes. La première, c'est le Salvadora persica. C'est un arbuste de la famille des Salvadoraceae, originaire de Moyen. Consommée, donc elle est objet de plusieurs accords faits durant le stockage. Donc, j'ai évité l'animation de mon diapo. L'étude a été inspirée des traditions de nos ancêtres, avec utilisé l'accord de romarin pour la conservation des matières grasses, de beurre et ainsi de suite. D'accord? L'huile essentielle a fait l'objet de récentes recherches dans le domaine pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Les huiles végétales sont chimiquement instables en raison de leur sensibilité à l'oxydation par la présence des acides gras, donc insaturés bien sûr. Et cette étude a pour objectif d'examiner le potentiel des huiles essentielles, le cas de l'huile de tournesol. Donc en méthode matériel. Donc le matériel végétal, c'est la partie aérienne de romarin, de la wilaya de Mayet. Il est présent devant vous. Donc nous avons, pour le dosage des polyphénols, des flavonoïdes, éliminer les ravages qui ont développé une certaine résistance suite à l'accumulation, enfin de la répétition de traitement, ou pour essayer d'éliminer des ravageurs plus invasifs et plus difficiles à combattre. À travers donc une enquête sur terrain, nous avons pu voir que cette utilisation varie selon le type de culture et aussi selon la région. Standard which can investigate the nature of each component. And the components, after
their exit give the result in the form of signals. So for the micro extraction, the second extraction for the second method, HPLC, est nettement plus important pour les graines de Tindouf. On sait tous l'importance du tégument, il rentre surtout quand on fait la germination. Le tégument joue un rôle très important, il peut être un inhibiteur donc pour le processus de germination. Donc là, les graines de Schluff, le tégument, il est relativement moins important que Tindouf. Différentes formes de graines ont été observées. Donc on voit une hétérogénéité très importante qui apparaît pour les graines de Tindouf, pour laquelle on a observé 5 types de graines. Seulement 3 types de graines ont été retrouvés à Schluff, à savoir des graines de forme ellipsoïde, des graines ovales et des graines fusiformes. Contrairement à Schluff, Tindouf, on a retrouvé des graines de forme arrondie et des formes sphériques. Donc ce qui fait une hétérogénéité. C'est le secteur socio-économique qui propose des projets. Ce n'est pas aux chercheurs qui proposent pour les PNR. C'est le secteur donc socio-économique. Donc voilà, il y a au moins 3 idées aujourd'hui ou 4 idées sur lesquelles on peut travailler pour des projets PNR, parce que qui dit recherche dit financement, et s'il n'y a pas de financement, il n'y aura pas de recherche. Ça, il faut le noter clair et net. S'il n'y a pas de financement, on ne peut pas faire la génétique. On ne peut pas faire de la recherche, carrément. Je le dis, je le répète toujours, un chercheur sans l'argent, un chercheur pauvre, il ne peut rien faire.